Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Samba Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons AMD qui a annoncé les RX 9070 et 9070 XT. Nous avons Skype qui va mourir. Oui, je suis... Bon, qui utilise encore Skype, mais je suis aussi assez étonné. Et puis on a d'autres news tech en tout genre. Vous avez aussi des news au niveau d'NVIDIA, plus de problèmes qui continuent d'arriver. Voilà, vous avez une table des matières dans la description aussi sur la barre de lecture. Sautez vers le sujet qui vous intéresse le plus et commençons tout de suite. La première news de la semaine, c'est le fait que Skype va arrêter de fonctionner à partir du 5 mai 2025. Donc oui, cette année-ci, donc ça à peine dans un peu plus de 2 mois. Et du coup, pourquoi? Tout simplement parce que plus beaucoup de gens l'utilisent, mais aussi parce que Microsoft a l'habitude de toujours commencer à faire des nouveaux produits en utilisant des technologies d'un ancien produit comme Skype, et puis après l'arrêter. Donc là, ils ont notamment utilisé toutes les technologies de Skype pour faire Teams, que beaucoup de gens utilisent justement dans les entreprises, mais pas juste dans les entreprises. Donc beaucoup des fonctionnalités de Skype sont juste dans Teams. Donc pourquoi garder deux programmes les mêmes, alors que Teams est plus complet et mieux mis à jour, autant juste arrêter Skype. Mais c'est quand même, personnellement, alors ceux qui sont peut-être un peu plus jeunes ne connaissent pas plus que ça peut-être Skype au final, mais Skype, avant l'arrivée de Discord en tout cas, c'était mon moyen de communication principal avec d'autres personnes en direct. Ça marchait plutôt bien, on pouvait faire des calls, on pouvait faire des calls vidéo et tout ça. C'était pas mal, donc j'ai utilisé Skype pendant de nombreuses années, et du coup... à côté de ça, j'avais aussi par exemple Mumble ou TeamSpeak qui étaient très utilisés quand on voulait faire justement des trucs communautaires, par exemple Polycube et tout ça. Et puis encore avant, je me souviens du bon vieux Messenger, le premier, ouais, c'était Messenger avec les Wiz et tout ça. Alors, ça c'était épique. C'était pour moi le premier réseau social qui ait jamais existé et puis Microsoft l'a tué sans aucune raison. Enfin bref, dans tous les cas. J'ai passé pas mal de temps sur Skype, donc ça me fait une petite pique au cœur quand même de le voir partir, même si, on va être honnête, c'était pas un très bon programme. Il y avait beaucoup de problèmes. L'un des plus gros problèmes pour les streamers et youtubeurs, c'est que Skype avait des fonctionnalités P2P. Donc, c'est-à-dire que quand vous vouliez chercher quelqu'un sur Skype, ça utilisait les serveurs de Skype, mais ça vous mettait en relation en mode P2P direct. Donc, si vous aviez le nom d'utilisateur d'une personne sur Skype, et qu'il avait utilisé Skype récemment, vous pouviez savoir son IP, ce qui était un énorme problème pour les streamers. Donc beaucoup de streamers se sont fait DDoS avec, justement, ou plutôt DOS, avec Skype, ou à cause de Skype plutôt, je devrais dire. Et du coup, ouais, c'était pas idéal pour les streamers. Discord est clairement bien mieux, il a ses problèmes, mais clairement bien mieux. Et ma foi, si vous utilisez encore Skype, ils le disent, ils indiquent aux gens de tout simplement passer sur Teams. Ce qui semble tout à fait logique. Et si vous avez déjà un compte Skype qui a dû passer sur Microsoft, de toute manière, tous vos contacts vont être transférés et tout ça. Donc, ça ne devrait pas vraiment poser de problème. Si toutefois, vous avez peut-être, je sais pas moi, des messages qui traînent encore sur Skype, des messages importants, peut-être aller faire des backups juste pour être sûr, ça ne ferait pas de mal à mon avis. Ensuite, on a Amazon qui va enfin améliorer, est-ce que je le dis ou sinon ça va trigger chez certaines personnes, ils vont enfin améliorer leur assistant vocal qui commence par un A, parce que, bon, on va être très honnête, ces dernières années, on s'est rendu de plus en plus compte des limitations de ce genre d'assistant. Je sais bien que chez mes parents, par exemple, ils ont cet assistant qui commence par un A, et le problème, c'est que juste des fois, ça s'active alors qu'on lui a rien demandé. Et puis quand on lui demande quelque chose, c'est très bancal. C'est très bancal. Donc là, aux États-Unis, ça devra arriver dans le reste du monde petit à petit, mais ils vont lancer un service qui s'appelle Alexa Plus. Et j'ai dit le nom. Ah, mince. Voilà. Je suis désolé si vous avez cet assistant vocal. Enfin bref, ils vont lancer le service du coup, qui coûte $20 par mois, oui, mais qui est gratuit si vous avez Prime. Ce qui, du coup, je ne comprends pas parce que Prime coûte genre, je sais pas, 7 € par mois, si je me souviens bien, 7,99 €. Et si vous n'avez pas de réduction, si vous avez une réduction étudiant, c'est encore moins. Et ils vont juste mettre ça dans Prime, un truc qui coûte 20 € dans Prime. Ou Prime, vous pouvez aussi avoir des sub-Twitch Prime que vous pouvez donner à des personnes. Vous pouvez avoir la livraison gratuite sur Amazon. Comment ils font de l'argent? Je comprends pas comment ils font de l'argent. Vous avez aussi le site de streaming Prime Video inclus avec Prime. Je ne comprends pas comment ils font de l'argent, mais dans tous les cas, c'est certainement pour motiver justement les gens à prendre Prime. Et du coup, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça change, eh bien tout simplement,
ils vont accélérer Alexa avec des LLM, ce qui semblait tout à fait logique. Donc, de l'IA. Bon, là, c'est selon moi l'une des meilleures utilisations ici. Donc, juste rendre Alexa beaucoup plus intelligent, j'ai encore dit le nom, avec justement des LLM. Donc, ça utilise les services d'Amazon pour ceux qui se demandent, et donc des technologies Amazon derrière. Donc, il faudra voir ce que ça donne. Ne vous attendez pas à ce que ce soit accéléré par, je sais pas moi, ChatGPT ou même Llama ou autre chose. Ouais, non, voilà, c'est le truc in-house de Amazon. C'est peut-être pas forcément le meilleur. Je dois bien avouer que Amazon, avec leur assistant, ils étaient vraiment à la pointe, même si apparemment ils perdaient énormément d'argent avec leur assistant vocal. Mais ils étaient quand même à la pointe, là, quelques années, parce que c'était celui qui s'intégrait le mieux dans les écosystèmes. Il marchait avec Apple, Android, tout fonctionnait hyper bien. Donc, énormément d'avantages. Mais depuis, rien en fait. Et là, même, je suis étonné qu'il a fallu autant de temps avant qu'ils mettent à jour justement ce service avec des modèles, on va dire, intelligents derrière qui aident à rendre justement cet assistant beaucoup plus utile. Donc ouais, je suis assez bien étonné. Je trouve que Amazon est clairement en retard ici. Bon, dans tous les cas, ça arrivera, comme je dit au début, aux États-Unis. Tenez compte qu'évidemment, ça requerra Internet, mais bon, de toute façon, le service, justement, d'assistant vocal qui commence par un A requiert déjà Internet de toute manière, donc ça ne change pas vraiment grand-chose. Donc, ma foi, on verra bien ce que ça donnera quand les premiers Américains auront accès et qui pourront tester, voir vraiment ce que ça donne. Ensuite, on a des News Framework qui a annoncé 3 nouveaux produits, donc une assez grosse annonce. Ils sont un petit peu en retard par rapport au CES, mais peut-être qu'ils l'ont fait exprès aussi pour que les gens puissent parler plus. Mais du coup, ils ont annoncé 3 gros produits. Le premier, qui est le plus intéressant ce mois, c'est, comme vous pouvez voir, un nouveau ordinateur portable de 12 pouces qui est aussi capable de se transformer en tablette parce que l'écran peut faire une rotation à 360 degrés. Donc, déjà, ça, c'est un point assez important. Beaucoup de gens attendaient un framework avec un écran tactile, mais il est surtout destiné à être vraiment pas cher et viser les étudiants et le marché un petit peu des écoles et tout ça. Donc, il aura une construction principalement en plastique qui permettra justement d'atteindre ce prix-là. Et aussi, il est un petit peu plus petit, comme je dis, à 12 pouces. Donc, c'est toujours du 16 dixième, donc c'est du 12,4 pouces, un truc dans le genre. Ça devrait être suffisant pour beaucoup de gens. Et comme vous pouvez voir, il y a toujours la construction assez modulaire avec les ports. Vous pouvez toujours changer la carte mère et tout ça. C'est vraiment le but ici que ce soit réparable. Donc, pour moi, c'est clairement quelque chose qui, s'ils le mettent à un bon prix et qu'ils arrivent à capturer un petit peu le marché étudiant et surtout aller voir des écoles et vendre des ordinateurs, il pourrait se faire pas mal justement de nouveaux clients. Parce que imaginez une école qui en achète, je sais pas moi, 200, 500 même des plus grosses écoles. Et puis après, il y a le moins de problèmes. Ça se répare facilement. Évidemment, c'est une construction en plastique, donc il faudra voir si elle tient bien. Mais on peut faire un ordinateur en plastique qui tient bien. Et puis de toute façon, la plupart des écoles achètent souvent, surtout en Europe, des ordinateurs vraiment pas chers qui sont déjà en plastique. Donc, ça ne change pas vraiment les choses. Ici, au moins, c'est réparable. Et c'est ça le plus intéressant. Et surtout, vous l'avez vu avec Framework, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais ils vendent toutes les pièces en détaché. Donc, si un ordinateur a le châssis de cassé, vous pouvez juste acheter un nouveau châssis, remettre toutes les pièces dedans, et hop, il fonctionne. Donc, pour les écoles qui ont besoin d'une flotte d'ordinateurs portables, c'est parfait, franchement. Pour les étudiants aussi, si le prix est raisonnable et tout ça, ça permet d'avoir un ordinateur qui tiendra longtemps et que s'il y a le moins de problèmes, vous pouvez le réparer. Donc franchement, très intéressant. Mais il faudra voir le prix. Je pense que c'est vraiment le prix qui va affecter ce produit-là. Parce que s'il coûte encore genre 900 balles, voilà, ça cassera un petit peu l'intérêt à ce moment-là. Il y a d'autres ordinateurs qui seraient moins chers, même s'ils ne sont pas réparables. Ça fait une sacrée différence de prix, quoi. Mais par contre, s'ils arrivent à le mettre à, je sais pas, 600 euros, 600 euros serait déjà pas mal, ça pourrait le faire. Aussi, ça utilise des processeurs mobiles plus simples de chez Intel, qui sont moins puissants, mais qui sont suffisamment puissants. Donc ça aussi, ça devrait réduire le coût. Donc on verra bien ce que ça donnera, ma foi, parce que pour le moment, c'est juste en précommande. Donc il n'y a pas beaucoup plus d'informations que ça. Vous pouvez voir que juste la page dit « Hey, mets ton email et on te contactera ». Et vous avez évidemment un email planning volume purchase. Donc, vous pouvez contacter l'équipe commerciale pour en acheter genre plein. Donc, évidemment, ça, c'est le marché qu'ils doivent capturer, selon moi. Ensuite, pour ceux qui ont le 13 pouces, ils ont sorti aussi une nouvelle carte mère. Donc, si vous avez le tout premier framework et que vous êtes en mode
il est temps que je fasse une mise à jour. Bien maintenant, ils ont des cartes mères avec les Ryzen AI 300. Alors, ça n'utilise pas les tout grands, hein, ça n'utilise pas les AI Max 395 ou je sais pas quoi avec littéralement une carte graphique dedans intégrée. Non, ça utilise des versions plus petites, mais quand même pas mal puissant. Donc si on regarde, vous aurez le AI 340, le 350 et le HX 370. Donc là, première nouveauté déjà, c'est qu'on passe de 8 à 12 cœurs maximum parce que les frameworks laptop, jusqu'à maintenant, les versions AMD étaient limitées à 8 cœurs. Donc là, on a une option 12 cœurs. Donc pour quelqu'un qui en aurait besoin, ça peut être pas mal. Vous avez 24 threads et vous avez une partie graphique qui, je rappelle, est basée sur RDNA 3.5. Donc un petit peu ce qu'on a dans les puces Z2 de chez AMD, les Z2 extrêmes en tout cas. Donc au niveau puissance GPU, ce sera pas mal aussi pour ceux qui veulent faire un petit peu de jeu tranquille dessus. Donc une upgrade intéressant. Et tenez compte qu'évidemment, ces frameworks, je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé ces frameworks. Hein. Je ne suis pas aussi investi dans framework comme Linus Tech Tips. Je tiens à le préciser. Mais comme d'habitude avec framework, vous pourrez aussi acheter la carte mère directement. Donc la carte mère la moins chère coûte 529 € et la plus chère coûte quand même 1159 €. Ça, c'est un sacré prix quand même. C'est vraiment le seul problème de framework, c'est moi, le prix. Mais c'est pas très étonnant quand vous êtes une nouvelle marque comme ça. Vous ne fabriquez pas assez pour réduire les prix. Quand ils seront plus gros et qu'ils arriveront à commander en beaucoup plus gros volume aussi à des entreprises, d'autres entreprises qui fabriquent pour eux, ils pourront se permettre de baisser un petit peu plus les prix. Et ouais, pour le moment, 1159 €. À ce moment-là, je prendrai la version 350. 819 €, c'est déjà beaucoup plus honnête. Mais si vous aviez un des premiers et que vous n'avez pas forcément besoin de plus de puissance, mais vous voulez une meilleure efficacité énergétique ou autre chose, à mon avis, la plus petite puce pourrait être aussi intéressante. Ensuite, Framework a annoncé un ordinateur de bureau. Et ça, c'était certainement la news qui m'a le plus étonné parce que les ordinateurs de bureau sont déjà modulaires. Et le gros principe de Framework, c'est qu'ils font des PC modulaires. Mais ici, on parle d'un PC Minitix de seulement 4,5 litres. C'est très compact. C'est même un peu plus compact que le PC que j'ai fait moi-même, qui ici fait un peu plus de 5,5 litres pour ceux qui se demandent. Et ce genre de mini PC, oui, est modulaire, mais c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Ici, vous pouvez juste acheter le PC tout fait, il n'y a rien à faire ici. Et si vous voulez changer des pièces dans le futur, par contre, ce sera facile de le faire parce que ils ont beaucoup de guides et tout. Donc c'est plutôt intéressant. Autre truc très intéressant, c'est qu'ils utilisent des nouvelles puces AMD Ryzen AI Max. Donc oui, vous avez jusqu'à la plus grosse puce qui a un GPU qui est équivalent à une RTX 4060 mobile. Il y a des tests qui sont sortis maintenant et on sait que se débrouille vraiment bien cette puce. Et vous avez jusqu'à 128 Go de RAM qui est partagé entre le CPU et le GPU. Donc si vous le voulez, vous pouvez être en mode « Hey, je veux que 96 Go de la RAM soit alloué au GPU et puis le reste est alloué au CPU. » Donc si vous avez besoin de beaucoup de VRAM pour certains cas d'utilisation, peut-être charger des énormes modèles d'IA, des énormes modèles LLM ou autre chose, vous pourriez le faire assez facilement. Et puis, ça reste framework. Donc vous pouvez littéralement, même juste si vous le voulez, acheter la carte mère. C'est pareil. Donc vous pourriez acheter ces cartes mères, c'est format Minitix, format classique. Vous avez tout est classique, les ports USB type C. Il y a même un slot PCI Express x4. Vous avez même, du coup, les connecteurs d'alimentation. Aussi, c'est du classique. On a un 24 pins ici, on ne le voit pas beaucoup. On a une image ici. On voit le 24 pins. On voit un 8 pins à côté. Donc, tout est classique. Donc, imaginez, pour des personnes même dans des data centers, vous achetez ça, vous les mettez dans des châssis custom, vous pouvez en mettre plein l'un à côté de l'autre. Et vous pouvez vous faire des clusters de ces PC et faire des supercalculateurs hyper compacts et plutôt efficaces au niveau énergétique. Ça peut être massif. Donc, rien que pour ça, je comprends l'intérêt qu'ils ont fait ce produit, en fait. Parce qu'il n'existait pas. Il n'y a pas beaucoup de produits qui sont sortis avec ces nouvelles puces Ryzen AI Max. C'est surtout des ordi portables et il y a la tablette de Asus, mais c'est à peu près tout. Donc, c'est la première fois vraiment qu'on voit quelqu'un faire un PC avec cette puce et surtout un PC modulaire. Parce qu'à mon avis, la plupart des PC qui vont sortir avec ça ne vont pas être modulaires. Ça va être comme ces mini PC de chez, je sais pas moi, Geekom, de chez Minisforum qui sont très bien, mais c'est propriétaire. Vous ne pouvez pas vraiment brancher une alimentation classique dedans ou autre chose. Donc là, c'est des pièces de PC normales. On a même ce slot PC Express donc pour mettre une carte réseau, pour permettre justement
à ce mini PC de communiquer plus vite avec d'autres mini PC, donc encore faciliter plus le cluster, ben, c'est tout à fait possible. Il y a d'autres détails par rapport. Alors, un autre que vous devez voir directement pour ceux qui sont très observateurs, c'est que la puce est ici. Et oui, à côté, c'est de la RAM qui est soudée. Et là, vous allez dire, oui, mais le principe de Framework, c'est qu'on peut changer la RAM. Donc, ça va à l'encontre de leur principe. Et apparemment, selon eux, à voir, ils ont demandé à AMD si c'était possible de mettre des modules LP CAM. Donc, ce sont ces modules de RAM qui ont été créés par Dell qui sont très compacts et qui permettent de garantir toujours des bonnes performances. Et selon les ingénieurs AMD, à voir si c'est vrai ou s'ils avaient juste la flemme de le faire compatible, mais selon les ingénieurs AMD, ce n'est pas possible au niveau de l'intégrité du signal. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Chaque puce mémoire que vous voyez autour de la puce principale a une certaine distance. Donc les tracés de ces puces, il y a des tracés qui passent dans le PCB de la carte mère, font une certaine longueur exactement pour que il n'y ait pas de problème au niveau de latence et surtout de distance. Si vous avez un tracé qui est un peu plus long que l'autre sur la même puce, ça peut causer des énormes problèmes où ben, c'est pas synchro en fait. On en est à ce point-là. La vitesse de l'électricité dans la couche de cuivre de la carte mère, qui est de à peu près, il me semble, 200 000 km/h, 200 000 km à la seconde, mais même sur une si petite distance, ça peut affecter justement les performances et créer des problèmes. Donc c'est assez abusé quand on y pense. Et c'est réellement un problème justement de la DDR5 actuellement et surtout des slots SODIMM DDR5 sur les ordinateurs portables. C'est pour ça que le module LPCAM existe maintenant. Sur PC fixe, c'est un peu moins un problème parce que on fait un petit peu différemment, mais ça commence limite à devenir un problème des fois. Enfin bref. Ici, du coup, c'était apparemment pas possible. Donc ça, c'est vraiment dommage, selon moi, mais je peux en partie comprendre. Et si on revient du coup à l'ordinateur en tant que tel, donc là, comme vous pouvez voir, il vend aussi le refroidissement avec la carte mère, donc ça peut être aussi pratique. Donc si on revient à l'ordinateur en tant que tel, comme je dis, c'est un format 4,5 litres, c'est pas le plus compact, ça pourrait être clairement plus compact, et quand on va dans les pièces d'ailleurs, on voit qu'il y a de l'extra un petit peu autour du châssis, on voit aussi qu'ils utilisent une alimentation, comment ça s'appelle? Flex, voilà, c'est une alimentation flex, qui est apparemment de très bonne qualité. Ils ont utilisé un bloc plus haut en wattage, et puis ils ont dit, ah ben non, tu vas juste aller à 400 watts maximum, alors qu'il est capable de faire plus. Donc il peut faire 400 watts, alors que au final, le processeur ici, je vous rappelle, la puce AI Max consomme 120 watts maximum. C'est le TDP maximum autorisé par AMD même. Donc un peu dommage qu'ils ne puissent pas faire plus en vrai, parce qu'on n'est pas dans un ordinateur portable. Vous pouvez voir que le refroidissement est plutôt massif. Je pense qu'il pourrait faire un petit peu plus, mais c'est juste que AMD ne permet pas justement de faire plus. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Dans tous les cas, ça pourrait être plus compact selon moi. Et je me dis aussi que si vous le voulez, vous pouvez juste acheter un VLK 3. Le VLK 3, c'est un boîtier Minitx qui est encore plus petit que celui que j'ai. Moi, c'est un VLK 5, donc il fait plus de 5 litres. Le VLK 3 fait 3,99 litres, donc il est juste en dessous de 4 litres. Il est plus petit que le nouveau framework. Et vous pouvez mettre un GPU. Alors, juste un GPU très compact, mais vous pouvez mettre, par exemple, une 4060 ou même une 4060 Ti, qui sera forcément plus puissante que la puce AI Max, qui est, oui, équivalente à une 4060, mais c'est une 4060 mobile. La 4060 de PC fixe, évidemment, est un peu plus puissante. Et surtout, si vous mettez une 4060 Ti, voilà, c'est vite réglé. Mais là, c'est plus pour les gamers, évidemment, parce que, comme j'ai dit, un autre intérêt de ce PC, on va dire Minitx de Framework, c'est juste l'énorme quantité de RAM, en fait, que vous avez, que vous pouvez partager avec le GPU. Franchement, là, je pense que les gamers, oui, PC Minitx, tout ça, vous pouvez faire toujours pour le même prix surtout, et même pour moins cher, vous pouvez faire des PC Minitx aussi petits qui sont plus puissants. Mais par contre, pour les utilisations serveurs à la maison et tout, même juste vous-même, vous êtes chez vous, vous êtes en mode « Oh, j'ai envie d'un mini-serveur ultra puissant », cette carte mère va être excellente pour ça. Donc, hâte de voir ce que les gens vont faire, franchement, avec. Parce que, selon moi, il y a clairement énormément de possibilités. Tenez compte aussi que les Ryzen AI Max, le plus grand en tout cas, ont toujours aussi 16 cœurs 32 threads, donc il y a énormément de puissance CPU. Donc pour une mini station d'édition de vidéo, ce genre de choses,
Ça pourrait être vraiment bon. Ensuite, on a la news d'AMD qui a enfin annoncé les 9070 XT et 9070. On attendait ça depuis un petit moment. Donc, c'est officiel. Elle sort du coup pour 599 $ et 549 $. Et nous avons même des chiffres de performance qui sont plutôt détaillés, beaucoup plus détaillés que ce que fait Nvidia, ça c'est sûr. Les chiffres d'Nvidia sont très jolis d'un point de vue marketing, mais pour ceux qui essayent de savoir le niveau de performance réel, voilà, c'est un peu bancal. Alors, tenez compte évidemment que ce sont des chiffres de performance qui viennent de la marque, donc à prendre avec des pincettes. On l'avait vu avec notamment les Ryzen 9000 quand ils sont sortis. Les chiffres de AMD n'étaient pas vraiment les mêmes forcément que les chiffres des testeurs indépendants. Donc, attendez que des personnes testent et fassent des tests indépendants. Comme ça, on verra vraiment ce que ça donne. Mais dans tous les cas, selon AMD, et pour moi, le chiffre le plus intéressant, c'est surtout par rapport à la 5070 Ti, la 9070 XT serait jusqu'à 2% plus performante qu'une 5070 Ti dans plus de 30 jeux. Et on voit même que en rasterisation, évidemment, les plus puissantes, en ray tracing, c'est un peu plus, ça se discute un peu plus, même si la différence n'est pas non plus si énorme que ça. Donc c'est plutôt intéressant. Mais il faut tenir compte de plusieurs choses. Première chose, c'est que bizarrement, alors vous avez la 9070, vous avez la 9070 XT, mais pour ceux qui ont été observateurs, la 9070 XT a un TDP annoncé de 304 watts. Alors que sur le graphique ici, ils indiquent qu'elle consomme, pour information, où est-ce qu'elle est? Ah, c'est ce chiffre-là, voilà. Ils indiquent elle tourne ici à 340 watts parce que c'est un modèle OC. Donc là, Nvidia le fait aussi. Vous avez des modèles MSRP, donc c'est des modèles qui sont pris de base, puis vous avez des modèles custom un peu plus puissants, souvent qui sont appelés OC ou chacun un petit peu ses noms à lui. Du coup, ici, AMD a décidé de un peu plus séparer. Donc, ils ont vraiment dit, OK, vous avez la 9070 de base, XT de base, donc c'est celle-là. Donc, vous pouvez voir qu'elle est moins 2% plus performante, enfin, elle est moins performante qu'une 5070 Ti, mais vous pouvez aussi acheter un modèle OC qui, lui, sera 2% plus performant. Donc, ils ont mis un peu plus de différence entre ces deux modèles, en quelque sorte. OK, mais ça veut dire que, du coup, le modèle de base que vous pourrez acheter pour 599 $, voilà, lui, oui, ne sera pas aussi performante qu'une 5070 Ti, il sera juste légèrement en dessous. Donc, tenez-en compte, même si vous pourrez l'overclocker certainement par vous-même. Et d'ailleurs, en termes d'overclocking, littéralement, AMD avoue que en overclocking, on peut juste faire plus 4% de performance, ce qui n'est pas non plus énorme. Donc ça, il faudra investiguer aussi dans des tests. Mais bref, dans tous les cas, AMD a réussi à sortir une carte aussi puissante que la 5070 Ti pour beaucoup moins cher. Parce qu'en dollars, la 5070 Ti est à, pour information, 749 $. Voilà, si je me souviens bien. Donc là, on a une différence de 149 $, enfin 150 $, ce qui est pas négligeable. Et forcément, c'est logique. En euros, on va avoir aussi une énorme différence. Alors, on ne sait pas les prix en euros. J'ai envoyé un email à AMD pour demander les prix. Ils n'ont pas encore les prix. Je suppose qu'ils sont encore en train de tout simplement les décider. Mais en toute logique, 599 $, c'est sans les taxes. Donc, si vous rajoutez les taxes et tout le tralala, ce serait plus proche de certainement 699 €, grand maximum. Mais ça pourrait même être 689 € si on a un peu de chance ou autre chose. Donc, en dessous des 700 € quoi qu'il arrive. Et là, ça fait une énorme différence par rapport à la 5070 Ti qui est annoncée, pour information, en euros à 889 €, ce qui est beaucoup plus cher. Et surtout, impossible à avoir en ce moment vu qu'il n'y a pas de stock et que les prix sont au-dessus de 1200 €. Donc, si AMD... Je dis bien si AMD arrive à sortir réellement une 9070 XT de base, même pas le modèle OC, même le modèle qui est moins 2%, enfin qui a moins 2% de performance, s'ils arrivent à le sortir à 699 € en Europe et qu'il y a du stock, ils sont bien, ils sont vraiment bien. Je dirais même ils sont très bien. Donc j'espère que ça va être le cas, mais voilà, par rapport aux anciens lancements d'AMD, ils ont toujours un petit peu eu des problèmes de stock, donc je n'espère pas trop non plus, mais en général, AMD essaye de beaucoup plus respecter les prix qu'ils indiquent, même si ça manque de stock. Donc, c'est fort probable que les prix vont exploser, mais que d'ici quelques temps, ça va se régulariser. Ça va être la même chose aussi pour Nvidia, c'est juste que ça, à mon avis, ça va prendre encore plus de temps avec Nvidia. Mais si réellement vous pouvez acheter pour 699 € une 9070 XT, ça pourrait être l'une des meilleures cartes possibles. Il y a d'autres trucs assez intéressants aussi. Elles sont du coup toutes les deux compatibles PCI Express 5.0, donc OK. Elles utilisent toujours le connecteur 8 pins. Alors, il existe quelques modèles qui utilisent un connecteur 12 pins. Il y en a un notamment de chez Saphir. Un petit peu bizarre, mais c'est pas si étonnant que ça au final. Mais
Beaucoup de modèles auront des connecteurs 8 pins, donc ça c'est plutôt cool. Donc pas besoin d'une nouvelle alimentation, pas besoin de se dire hey, est-ce que ma carte graphique va brûler ou autre chose. Non, ça n'arrivera pas. Elles sortiront aussi d'ailleurs du coup le 6... Alors, ils ont dit le first announcement, oui. Elles vont sortir le 6 mars, voilà. Et vous aurez les premières reviews normalement le 5 mars selon Videocars. Donc ça c'est évidemment très intéressant, surtout que normalement la 5070 d'NVIDIA non TI devrait sortir, justement, les reviews devraient sortir aux alentours du 5. Donc on devra avoir tous les tests à ce moment-là et voir justement ce que ça donne. Un truc par contre, je le dis directement, autant AMD a fait un très bon travail selon moi sur le prix par rapport à l'offre NVIDIA, c'est moins cher pour à peu près le même niveau de performance, et même si le niveau de performance est un peu moins bon, parce que peut-être les tests montraient les meilleures performances possibles, même si elle est genre quelques pourcents derrière une 5070 Ti, voilà, elle est beaucoup moins chère. Là, ils ont, selon moi, une offre qui est solide, s'ils arrivent à avoir du stock. Mais, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, AMD adore faire ça. Ils adorent juste sortir un bon produit, juste gâcher un petit quelque chose. C'est que, vous avez dû le voir, oui, la 9070 est juste $50 moins cher. Alors que selon les chiffres d'AMD, on a des chiffres où ils la comparent la 9070 XT à la 7900 GRE, et puis ils font la même comparaison avec la 9070 et la 7900 GRE. Alors, c'est pas dans la même résolution, hein, mais vous pouvez voir qu'ici, la 9070 XT est 42% plus performante qu'une 7900 GRE, alors que la 9070 est, elle, 20% plus performante qu'une 7900 GRE. Donc, en toute logique, oui, ça devrait être 20% de différence entre les deux cartes. Donc, entre une 9070 et une 9070 XT. En toute logique, selon AMD en tout cas. Sauf que le prix, $549 à $599, c'est pas 20%, c'est largement moins que 20%. J'ai fait des petits calculs et normalement, s'il y a vraiment une différence de 20% entre les deux cartes, la 9070, si AMD voulait donner la même valeur aux deux cartes, elle devrait sortir à cette 9070 non XT, elle devrait sortir à $492. Donc, basiquement, s'il la mettait à $499, ce serait parfait. La 9070 XT aurait toujours son intérêt, serait techniquement un petit peu meilleure pour le prix, mais la 9070 aurait sa raison d'exister aussi. Mais non, ils n'ont pas fait. Ils ont fait exactement la même erreur que la 7900 XT par rapport à la 7900 XTX et la même erreur que la 7700 XT par rapport à la 7800 XT. C'est-à-dire qu'ils sortent deux cartes en même temps, une plus performante, une moins performante, et ils mettent la moins performante trop proche au niveau prix. Et c'est du marketing, ça c'est un price ladder, c'est ce que fait Apple souvent, c'est sortir un produit, au final deux produits tellement proches l'un de l'autre que si par exemple vous rajoutez juste un peu plus de stockage sur le produit le moins cher, mais vous allez vite vous rapprocher du produit le plus cher, du coup les gens vont être en mode oh ben je vais juste prendre le plus cher. Et là du coup ben, c'est un peu la même chose. Si vous voulez une 9070 mieux refroidie, peut-être un modèle OC ou autre chose, ben, vous allez vous retrouver au prix de la 9070 XT et vous allez dire oh mais je vais juste prendre une 9070 XT. Et donc ils cassent littéralement l'intérêt de la 9070. Alors, je sais qu'ils le font d'un point de vue marketing et tout ça, mais le problème, c'est que AMD, vous n'êtes pas comme Apple ou d'autres marques qui ont la liberté de faire ça, qui ont la possibilité de faire ça, parce que actuellement, il faut le savoir, AMD perd énormément de parts de marché par rapport à Nvidia. Selon des études, il sera à seulement 10% de parts de marché par rapport à Nvidia, alors que il y a quelques années, ils étaient à plus de 20%. Et même selon les informations Steam, où vous avez beaucoup de GPU AMD intégré au CPU, donc ça ne compte pas forcément. Là aussi, ils ont des pertes de parts de marché. Donc, AMD, ils l'ont même dit eux-mêmes, ils ont besoin de récupérer des parts de marché, et c'est pour ça qu'ils vont se concentrer sur le marché milieu de gamme. Bon, 699 €, est-ce que c'est vraiment milieu de gamme, à vous de voir? Mais voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Mais après, ils font ça. Donc, ils sortent quand même un très bon produit à un très bon prix. Mais à côté de ça, la 9070 qui aurait pu être un autre produit hyper intéressant et foutre la misère à la 5070 d'NVIDIA, mais ils la mettent à un mauvais prix. Et ils la mettent trop près de la 9070 XT. Et du coup, on le voit arriver. Tous les reviewers vont être en mode « Oh, achetez la 9070 XT, évitez la 9070. » Sauf que les tests des reviewers et les articles qui vont sortir vont rester. Dans 6 mois, quand ils vont baisser le prix de cette 9070, on sait qu'ils vont le faire. Ils l'ont fait pour la 7900 XT, ils l'ont fait pour la 7700 XT. Ils ont fini par les baisser au niveau prix pour qu'elles soient enfin intéressantes. Et du coup, mais quand les gens sont en mode « Oh, je vais acheter une carte graphique, laquelle je vais acheter? Je vais aller voir, oh, la 9070, elle est dans mon budget. Je vais aller voir un test. » Il va voir le test et puis là, il voit le reviewer qui est en mode « Oh, prenez la 9070 XT, la 9070, aucun intérêt. » Sauf que
ce reviewer-là parle du prix de lancement. Et le viewer ne va peut-être pas forcément regarder toute la vidéo non plus. Peut-être que dans la vidéo, le mec dit plus tard, hey, selon les prix, voilà, elle n'est pas intéressante. Mais si le prix diminue, elle pourrait être intéressante. Mais il va peut-être pas voir ça. Et du coup, ben, AMD se tire une balle dans le pied. Pour essayer de mettre en avant le 9070 XT, il sacrifie littéralement la 9070. Pour moi, pas beaucoup de raisons. Et surtout, il sacrifie un très bon produit qui pourrait concurrencer Nvidia. Parce que c'est ce qu'ils veulent. AMD, vous n'avez pas la liberté de vous permettre de faire ce genre de petites techniques marketing. Vous êtes dans une situation où vous devez vraiment prendre des parts de marché. Baissez le prix de cette 9070 directement. Dites aux reviewers que vous allez baisser le prix. Genre, même si la carte n'est pas encore sortie et que vous avez déjà annoncé un prix, révisez le prix à la baisse déjà. Comme ça, au moins, dans les reviews de sortie, il sera déjà plus raisonnable. Et si vous n'êtes pas capable de baisser le prix parce que peut-être il n'y a juste pas assez de stock autre chose, ben là, bon, ça c'est encore un autre détail. Mais bref, dans tous les cas, dommage qu'ils aient fait exactement la même erreur. On verra bien, quoi qu'il arrive, ce que ça donne. Clairement, il y a eu des énormes améliorations au niveau ray tracing pour ces cartes, et ça, c'est très intéressant pendant que j'ai ouvert un truc. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et je pense que ça va être plutôt intéressant, quoi qu'il arrive, pour ceux qui voudraient acheter une carte graphique vers ce budget-là. Et en d'autres news, évidemment, nous avons le fait que la 5070, comme j'ai dit, va sortir le 5 mars apparemment. Alors j'ai mis un peu de temps à faire le montage et depuis la RTX 5070 est sortie, donc on peut regarder les tests. Je n'ai pas eu d'exemplaire de test, donc je n'ai pas pu la tester par moi-même. Mais du coup, voici la review de Tech Power Up. Je vous invite à regarder plus de reviews, ça ne fait pas de mal pour avoir un maximum de chiffres. Et comme vous pouvez voir, c'est pas le plus impressionnant. La 5070 Founder Edition, en tout cas, fait juste 5% de performance en plus par rapport à une 4070 Super. Alors moi, je regarde par rapport à la 4070 Super parce que la 4070 Super est censée coûter 649 € et la 5070 coûte 649 €. Donc, c'est la vraie carte qu'elle est censée remplacer. Et en 4K, on voit un petit peu plus de différence parce que là, on passe à une différence de 7% quand même par rapport à la 4070 Super. Mais le plus notable, c'est qu'elle n'arrive pas à dépasser une 4070 Ti, qui est pourtant, selon moi, la carte qu'elle aurait dû au minimum dépasser et au moins aussi s'égaler certainement à la 4070 Ti Super. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la 9070 et 9070 XT arrivent. Alors, je vais en parler plus dans ce Texama Show, mais selon les chiffres donnés par AMD à leur annonce, la 9070 serait, pour information, 20% plus rapide qu'une 7900 GRE. Et la 7900 GRE, on la voit, elle est là, elle est 9% derrière cette 5070. Donc, selon les chiffres AMD, à prendre avec des pincettes, cette 5070 serait environ 10% plus lente qu'une 9070, une RX 9070 d'AMD qui devrait sortir normalement pour le même prix. Donc ça ne sonne pas bon pour Nvidia, surtout que AMD a réussi à améliorer quand même pas mal les performances en ray tracing, donc elle ne devrait pas non plus être, on va dire, en retrait par rapport à cette 5070 dans les jeux qui le supportent. Et un truc que je me demandais, c'est est-ce qu'elle peut s'overclocker très bien? Et visiblement, oui, c'est le cas. Tout comme les autres RTX 5000 jusqu'à maintenant, elle prend facilement en overclocking. Et là, elle commence déjà à être un peu plus intéressante. Ici, Tech Power Up a réussi à avoir jusqu'à 13% de performance en plus, mais surtout 12%. Alors, c'est dans 3D Mark. 3D Mark montre assez bien les résultats d'overclocking, tenez-en compte. Dans les jeux, ce sera plus genre 7 à 10%. Plutôt que ces 10% qu'on voit, enfin 12% qu'on voit dans 3D Mark. Donc tenez-en compte. Mais 10% permettrait de compenser un petit peu son retard, mais encore une fois, elle serait toujours en retrait par rapport à la RX 9070. Donc ça ne sonne pas forcément très bon pour cette carte. Et maintenant, il faudra voir ce que ça donne au niveau des stocks. Comme le dit Tech Power Up, le prix sera certainement plus haut que le prix annoncé parce que les stocks, en tout cas des RTX 5000 jusqu'à maintenant, est très mauvais. Et visiblement, ça va être aussi le cas pour cette 5070. Ensuite, les problèmes continuent pour Nvidia parce qu'en plus du connecteur d'alimentation qui évidemment a toujours des problèmes, ça continue pour des raisons un petit peu différentes. Je vais en parler un petit peu après. Vous avez le fait que certaines RTX 5000, notamment les 5090, 5080, même 5070 Ti, pourraient manquer des ROP. Donc les ROP, ce sont des Render Output Unit. C'est une sous-division du GPU où vous avez un certain nombre de shaders pour chaque ROP. Et donc, ça veut littéralement dire qu'une partie du GPU est désactivée pour je ne sais quelle raison et ne fonctionne pas. Et donc, forcément, si vous avez une partie de votre GPU qui n'est pas actif, ça diminue les performances. Donc là, ça a été testé par Gamer Nexus où ils ont vu une différence de performance qui était de 11%, ce qui est énorme sur une 5080 apparemment. Donc, selon Nvidia,
Ils ont sorti une news officielle comme quoi ce serait 0,5% des cartes qui seraient affectées, ce qui est pas énorme, mais quand même un chiffre pas négligeable quand on y pense. Et donc, pour ceux qui voudraient vérifier, ben, comment je peux voir si ma carte manque des ROP, si vous avez réussi à trouver une RTX 5000 ou en tout cas du stock, mais vous pouvez utiliser GPU-Z et notamment vous avez justement CPU-Z aussi qui aurait été update, mais vous avez GPU-Z aussi qui permet de le voir, mais CPU-Z serait peut-être le plus simple en vrai, où vous pouvez voir les informations de votre carte graphique. Donc ce que vous devez regarder c'est le ROP. Et donc, je vais d'ailleurs sortir GPU-Z pour illustrer. Donc, moi, je vais utiliser GPU-Z. Il est en train de se lancer ici. C'est un programme gratuit que vous pouvez installer. Vous pouvez même l'utiliser sans l'installer. Donc, c'est plutôt pratique. Bon, il met un petit peu de temps à se lancer pour je ne sais quelle raison. Voilà. Et du coup, dans ce programme-là, on a ici ROP qui est indiqué juste ici. Vous pouvez voir aussi, c'est très pratique, vérifier si votre carte graphique fonctionne bien en x16 ou autre. Alors tenez compte que quand des fois elle se met un peu en mode basse consommation d'énergie, vous pouvez voir des différences à ce niveau-là, tenez-en compte. Mais si vous êtes dans un jeu et que vous voyez que c'est pas x16, ça vous permet de vérifier. Autre petite astuce. Mais du coup ici, vous pouvez voir que j'ai 176 ROP sur la 5090 et normalement j'en ai 176. Donc nickel. Si par contre vous voyez 168, pas nickel, parce que ça veut dire qu'il vous manque des ROP, donc des Render Output Unit, et donc vous n'avez pas l'entièreté de votre GPU qui est vraiment actif. Et pour la 5080, c'est 112 que vous devez en avoir, donc si vous en avez 104, c'est un problème. Et la 5070, c'est censé être 96, mais ça pourrait être 88 si vous avez justement le problème. Donc, si vous avez une RTX 5000, vérifiez dès maintenant, et s'il y a vraiment une différence de ROP, contactez le support technique de la marque auquel vous avez acheté pour essayer de fixer ça pour qu'il remplace justement votre carte. Ensuite, on a justement cet update par rapport au connecteur 12 pins. Donc, on a un peu plus d'informations et des investigations qui ont été faites. Il y a des trucs très intéressants. Alors, je ne suis pas électricien ni expert en PCB de carte graphique. Donc, je vais juste simplifier ici l'information et vous invite à aller voir plus d'informations justement par rapport à des personnes qui s'y connaissent énormément là-dessus. Mais il y a réellement un problème. Donc, bien sûr, ça a commencé un petit peu avec la RTX 4000, ce problème de connecteur 12 pins, ce fameux 12 pins que vous avez à l'écran ici. Si ici, c'est d'ailleurs la nouvelle version, ou plutôt la version finale, où vous avez normalement 4 pins de données encore en plus. Et le problème, c'était que sur RTX 4000, certaines personnes ne branchaient pas parfaitement le connecteur. Et quand il n'est pas parfaitement branché, le contact entre le connecteur et l'autre connecteur sur la carte n'était pas parfait. Et quand vous avez de l'électricité qui passe d'un médium à l'autre, donc peut-être d'un câble vers, je sais pas moi, un autre câble à travers une prise, le métal normalement se touche. Et s'il ne se touche pas parfaitement, s'il se touche sur une plus petite zone par exemple, ça augmente la résistance. Donc plus vous avez de résistance, plus vous avez de perte d'électricité. Et cette perte d'électricité finit sous forme de chaleur. Donc si le câble n'est pas parfaitement branché dans le connecteur, vous allez avoir beaucoup plus de résistance et donc ça arrivait la situation où le connecteur pouvait fondre. Alors, ça n'a pas affecté un énorme pourcentage des processeurs de RTX 4000 parce que ça se touchait surtout les 4090 qui consomment beaucoup plus ou quelques 4080. Mais il y a des magasins de réparation qui ont quand même indiqué qu'à des moments, ils avaient des centaines de cartes qui venaient en réparation sur le mois pour justement un problème de connecteur, ce qui n'est pas négligeable quand même. Pour les RTX 5000, NVIDIA a tout simplement révisé avec leurs partenaires parce que techniquement, ce connecteur 12 pins, ce n'est pas une création entièrement d'NVIDIA. Ça fait partie de la norme ATX. Donc, vous avez AMD, Intel et d'autres marques comme ça qui ont dit « Ah ouais, non, le connecteur est bon, voilà, il peut sortir, on va le mettre sur les alimentations. » Donc, ce n'est pas juste une décision d'NVIDIA, je tiens à le préciser, même si c'est clairement NVIDIA qui le pousse énormément. Et du coup, ils ont révisé le connecteur pour avoir moins de tolérance encore dedans. Ils ont aussi augmenté la taille, notamment la profondeur du connecteur un petit peu. Donc, il existe une nouvelle version qui existe. C'est juste que vous n'êtes pas forcément au courant de la version que vous avez sur votre alimentation. Je vais en parler un peu plus après. Donc, avec cette nouvelle version, le connecteur se branche vraiment mieux. Il y a plus de contacts. Et même si vous ne l'insérez pas parfaitement, comme il y a plus de contacts, ça évite ce problème-là. Le souci, c'est que premièrement, qu'est-ce qui vous garantit que vous avez le nouveau connecteur? Vous pouvez peut-être l'avoir sur votre carte graphique, mais qu'est-ce qui garantit que le câble que vous allez utiliser, qui vient avec votre alimentation, utilise ce nouveau connecteur? Pas grand-chose, à part si vous allez voir les spécifications techniques de votre alimentation, vous ne le saurez pas forcément. Et c'est justement ce qui est arrivé à la première personne qui a eu un problème là-dessus, où il a utilisé un très petit connecteur qui allait de son alimentation SFX vers sa 5090, si je me souviens bien.
c'est que lui, il utilisait un connecteur de première génération. Donc déjà là, la connexion n'était pas aussi bonne. Deuxième problème qui a été identifié avec ces justement connecteurs, c'est que vous avez ces fameux 4 pins de données. Et d'ailleurs, on peut voir ici, vous avez les différents câbles et vous voyez un petit peu il y a des plus petits câbles, notamment ici, hein, il y a un petit câble. Mais ça, c'est justement ce câble de données. Et le problème avec ce câble de données, vous pourriez se dire, oh, ben, quand vous utilisez surtout une alimentation compatible, il communique avec l'alimentation. Sauf que pas vraiment, ou en tout cas, l'information, selon moi, n'arrive pas correctement à la carte graphique, ou ils n'utilisent pas plus d'informations. Ils ne communiquent pas autant que vous pourriez le penser parce que ce câble de données permet juste de vérifier qu'il y a quelque chose de branché. Donc, il se détecte lui-même en quelque sorte. Donc, même si, par exemple, je prends ce câble-là et que les 2 câbles ici sont rompus, quelqu'un les a coupés, tant que le câble de données, lui, est présent, il va être en mode c'est nickel, il n'y a aucun problème. Et donc, la carte graphique va prendre l'électricité qu'elle a besoin, mais évidemment, comme 2 câbles sont coupés, l'électricité va passer sur les autres câbles et donc surcharger ceux-ci. Et si vous faites passer trop d'électricité dans un seul câble, ça semble logique. Encore une fois, vous atteignez plus de résistance et donc plus de chaleur. Le câble chauffe. À un moment, il n'est plus capable de dissiper la chaleur de lui-même parce que plus le câble est long, plus c'est un radiateur en quelque sorte, il dissipe la chaleur. Si vous avez un câble court, par exemple, comme la personne avec l'alimentation SFX, et donc dans un PC Mini-TX, comme le câble était plus court, il y avait trop de chaleur et il a fini par fondre des deux côtés. Il a fondu du côté de l'alimentation et du côté de la carte graphique. Et donc ça peut arriver totalement. Et du coup, ce problème est amplifié par une décision pas forcément la plus respectable de la part d'NVIDIA. Alors ici, vous avez le PCB d'une RTX 3090 Ti de NVIDIA qui utilisait l'ancien connecteur 12 pins d'ailleurs, mais qui consommait énormément. Il faut le savoir, la 3090 Ti consommait énormément, même plus que des fois qu'une 4090, c'est pour dire. Et là, on peut voir que le connecteur 12 pins est raccordé à 3 composants d'assez grosse taille ici, qui sont des shunts, si je me souviens bien. Je ne sais plus exactement le terme, mais le but de ces composants, c'est tout simplement réguler l'alimentation. Et comme il y en a 3, en toute logique, si la carte, par exemple, consomme 300 watts, vous allez avoir 100 watts qui passent dans chacun de ces shunts. Et en toute logique aussi, ils se séparent les pins du connecteur. Donc, comme il y a 12 pins, alors certains des pins sont utilisés pour la prise de terre, mais pour simplifier, je vais juste dire que comme il y a 12 pins, 12 divisé par 3, ça donne 4. Ça veut dire que chacun de ces composants est responsable pour 4 de ces pins. Et donc, ils peuvent réguler l'alimentation. S'ils voient que vous avez 4 de ces pins qui consomment ou qui tirent plus d'électricité, genre au lieu de tirer 100 watts, justement, ils tirent 200 watts, la carte est capable de le détecter et de réguler un petit peu plus ça. Et donc, forcément aussi, comme il y en a 3, peut-être que l'adaptateur qui venait avec la carte, je ne sais plus. Si, par exemple, elle avait justement 3 whip-pins derrière, 3 whip-pins, 3 shunts, plutôt simple. Ça permet de réguler facilement l'alimentation. Et du coup, la 3090 Ti n'a jamais eu de problème de connecteur qui fondait, justement. On passe à la 4090, et là, il y a un composant ici, mais ce n'est pas celui-là. C'est vraiment ces deux-là. Et comme vous pouvez voir, oui, on passe de 3 à 2. Donc là, premier problème, forcément, s'il n'y en a que 2, il va essayer de réguler, on va dire, sur ces deux-là. Et ça devrait quand même marcher, mais la 4090 a évidemment 4 whip-pins qui va dedans. Donc, c'est-à-dire qu'en toute logique, une paire de whip-pins va dans chacun de ces shunts, en toute logique, mais elle n'est pas capable de différencier entre 2 whip-pins. Pour elle, c'est juste, il y a par exemple 200 watts qui vient par ici, et puis il y a 200 watts qui vient par ici. Mais aussi bien, 200 de ces 200 watts sont en train de passer sur un seul des whip-pins, et puis il y a 0 watts qui passe sur l'autre. Elle n'est pas capable de le savoir, ça. Mais elle peut quand même en partie équilibrer. Mais c'est ce qui a en partie causé des problèmes justement sur la 4090, en plus du connecteur qui était mal connecté. On en arrive à la 5090, et là, vous pouvez voir en tout cas la Founder Edition et même les modèles custom, on va les voir un petit peu après. Ici, fini. Le PCB est tellement petit qu'ils n'ont pas la place, et il y a un seul shunt qui est connecté justement au connecteur. Et on peut même voir, ça se voit un petit peu, mais le connecteur ici, tous les pins en tout cas qui font passer l'électricité sont tous connectés ensemble. C'est-à-dire que pour la carte, peu importe ce que vous branchez, tout finit dans un seul truc. Et donc, c'est impossible pour elle de réguler l'alimentation. Elle ne sait pas ce qui est branché. Elle ne sait pas
quelle quantité d'électricité passe sur un seul câble. Pour elle, c'est juste, oh, il y a 600 watts qui arrivent, voilà, c'est bon, c'est nickel, je peux m'alimenter. Et c'est ça justement qui cause le problème. Elle n'est pas capable de réguler ça. Et donc, il y a des analyses de PCB qui ont été faites. Vous avez aussi des personnes qui sont très connues pour analyser VRM, des cartes mères, des cartes graphiques, qui ont justement regardé à ça. Et c'est réellement, en plus du connecteur qui peut être des fois mal branché, en plus du fait qu'il existe l'ancienne version du connecteur qui est moins bonne, mais des fois, juste oui. Si on avait un PCB qui gérait mieux l'arrivée de l'électricité sur la carte, si la carte graphique était capable de se dire, hey, il y a sur 2 des pins, du 12 pins, il y a beaucoup trop d'électricité qui passe, je régule ça, mais le problème n'arriverait pas en fait. Il n'arriverait tout simplement pas parce que la carte serait capable de le détecter. Donc pour résumer, surtout si vous voulez acheter une 5090 ou vous avez déjà une 4090 et tout ça, assurez-vous d'avoir un câble 12 pins de qualité. Ça va être le plus important. Assurez-vous d'avoir un des nouveaux câbles 12 pins. Peut-être essayez de voir avec le support du fabricant de votre alimentation, voir s'ils ont peut-être sorti une nouvelle version de ce câble et est-ce que vous pouvez peut-être l'acheter ou peut-être même l'avoir gratuitement. Ça ne ferait pas de mal parce que tenez compte que, encore une fois, les premières versions qui sont sorties sont un petit peu moins bonnes. Donc déjà passer à la nouvelle version ne ferait pas de mal. Deuxièmement, vérifiez bien que aussi votre connecteur est très bien branché, ça c'est très important. Évitez de mettre du stress dessus parce qu'encore une fois, si vous le pliez un petit peu, ça peut réduire la connexion et donc augmenter la résistance sur certains de ces pins. Donc ça c'est évidemment aussi quelque chose qu'il faut vérifier. Et puis, le dernier truc, c'est que vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose, c'est juste qu'il faut que les marques designent mieux les PCB, il faut qu'ils designent des PCB ou plutôt des cartes qui sont capables de détecter mieux si justement il y a trop d'électricité, il y a trop de demandes sur un seul câble et pas les autres. Et donc, il faut juste un meilleur design à ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait de la part d'NVIDIA et de leurs partenaires. Et ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais ça veut dire aussi que, notamment pour la 5090 Founder Edition en particulier, parce qu'il y a certaines 5090 qui sont mieux designées au niveau justement de cette arrivée, sur la 5090 Founder Edition, faites très attention. Genre vraiment, faites très attention d'utiliser un câble de qualité et qui soit correctement branché. Une autre semi-solution, c'est éviter les câbles trop courts. Parce que plus le câble est court, plus s'il y a de la résistance justement et qu'il y a de la chaleur qui s'accumule, mais si le câble est court, la chaleur va avoir du mal à se dissiper. Donc avoir un câble plus long pourrait en partie aider justement. Et puis juste vérifier aussi vos câbles. Juste, voilà, quand vous avez branché votre carte, qu'elle a fonctionné pendant quelques heures, juste touchez les câbles. Tirez pas dessus, juste touchez. Si vous arrivez à garder vos doigts dessus et que c'est pas trop chaud, ça va. Et essayez de toucher vraiment chaque câble de manière indépendante. Et si, oui, il n'y en a pas un qui est brûlant et que les autres sont un peu moins chauds, vous êtes bon en fait. Donc, pas besoin de caméra thermique ou autre chose. C'est une petite truc que vous pouvez faire très facilement pour vérifier. Et si par contre, vraiment, vous avez un câble qui est brûlant, vous n'arrivez pas à le tenir, il sera chaud forcément, tenez-en compte. Surtout si vous êtes très proche de la carte, mais si vous allez un peu plus loin, au milieu du câble, et qu'il est un peu chaud, tout à fait normal. Il y a un petit peu de résistance sur le câble, ça chauffe un petit peu. Mais s'il est vraiment brûlant, mais là, moi, je vous conseille vraiment essayer de le rebrancher, essayez peut-être d'en acheter un nouveau de meilleure qualité de la part d'un marque, un officiel, ne prenez pas une marque tierce ou autre chose. Et oui, juste essayez de prendre un meilleur câble de meilleure qualité parce qu'il y a réellement un problème si le câble est justement brûlant. Et c'est tout ce que vous pouvez faire pour le moment, franchement. Surtout sur la 5090 Founder Edition qui a justement ce problème. Donc voilà, génial. Ensuite, qui dit RX 9000 moins cher dit forcément l'arrivée d'une RX 9060. Donc elle semble se confirmer pour le deuxième trimestre de l'année, ce qui est tout à fait logique et raisonnable. Vu que AMD sort ses RX 9070 en même temps que la RTX 5070, on devra avoir les 4000, ou plutôt les 5060 arriver en même temps que les RX 9060. Ça porte vraiment à confusion tous ces noms qui se ressemblent, franchement. Dans tous les cas, l'entrée de gamme, parce que maintenant c'est devenu l'entrée de gamme, la 4060, ce qui est un peu bizarre à dire, mais c'est vraiment le cas. Mais l'entrée de gamme d'NVIDIA et d'AMD devra arriver au deuxième trimestre de l'année. Donc mois d'avril, voire mai, mais je pense plutôt mois d'avril, ce serait le plus logique. Et donc, aussi en dessous de logique, on devra avoir une RX 9060 XT qui sera la concurrente de la 5060 Ti et une RX 9060 qui sera la concurrente de la RTX 5060. Ça semble tout à fait logique, vu qu'ils ont exactement fait ça pour les RTX 5070. Du coup, on ne sait pas trop encore les specs de ces cartes. Il y a des specs placeholder ici sur Videocard, mais franchement, selon moi, c'est pas ça.
Je pense que franchement, AMD va viser des cartes qui auront toutes les deux 12 Go de VRAM. Pourquoi? Parce que 12 Go de VRAM, c'est suffisant. Il n'y a pas forcément besoin de plus, surtout pour jouer en 1080p, voire un petit peu de 1440p selon la carte. Et ça permettrait du coup d'enfoncer un clou par rapport à Nvidia qui, eux, vont probablement mettre 8 Go de VRAM sur un 5060. Ça semble se confirmer de plus en plus. Ils pourraient mettre techniquement 12 Go, parce qu'il existe des puces de 3 Go de GDDR7, mais il n'y a aucune garantie que ça va être le cas. Donc s'ils suivent la même logique qu'on a vu jusqu'à maintenant sur les 4000 mobiles, où par exemple la 4080 mobile, c'était juste une 4070 Ti de PC fixe, avec évidemment ses spécifications, enfin sa fréquence castrée, tout ça, s'ils font la même chose ici, où vraiment cette 5070 mobile est en réalité juste la 5060 Ti et techniquement aussi la 5060 au niveau du GPU, mais on aura un bus mémoire de 128 bits, comme c'est indiqué ici, et surtout une quantité de VRAM qui serait de 8 Go. Et ça, selon moi, si Nvidia le fait, les gens vont être très mécontents. Alors, je sais qu'il y en a qui achèteront toujours la 5060 pour autant, mais je pense que là, déjà avec la 4060, il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode « Vous êtes sérieux Nvidia ?» Surtout que la 3060 avec 12 Go de VRAM, et là, ils sont passés à 8 Go. Mais là, s'ils le font aussi sur la 5060, les gens vont juste en mode « Vous êtes vraiment radin, quoi. » Surtout que à côté de ça, Nvidia est toujours en mode « Ouais, les IA, c'est très important. » Mais vous savez ce que les modèles d'IA ont souvent besoin? Plus de VRAM pour être chargés justement dedans. Donc, ouais, si derrière, ils font ça, moi, je comprends juste pas, en fait. S'ils disent « Oui, les IA, c'est hyper important. » mais après, ils castrent littéralement leur carte au niveau de la VRAM. Voilà, je comprends pas. Mais là, ça donne une opportunité à AMD de juste être en mode « Hey, on vous respecte, on met une quantité de VRAM acceptable sur nos cartes et on s'amuse pas à juste essayer de gagner littéralement 10 € sur une carte graphique juste en mettant moins de VRAM. » Parce que des fois, ça se résume à ça, franchement. Surtout que là, je rappelle qu'à 5060, techniquement, Nvidia, vu qu'il y a 4 puces de 2 Go, pourrait juste mettre 4 puces de 3 Go. Oui, elle coûtera un peu plus cher, mais ça donnera une 5060 qui aurait 12 Go de VRAM, et là, ça éviterait totalement ce problème. Même chose avec la 5060 Ti, elle pourra avoir 12 Go de VRAM. Il n'y a même pas besoin de faire une version 16 Go, ou ils peuvent toujours sortir une version 16 Go s'ils le veulent, et puis tout le monde est content. Mais oui, on sait très bien ce qu'ils vont faire. Et voilà, j'espère juste que AMD va pas suivre le même exemple. AMD, ne merdez pas, ne répétez pas ce que vous avez fait avec la RX 7600, qui avait seulement 8 Go de VRAM, mais c'était stupide. Ne répétez pas cette erreur. Et aussi, ne répétez pas l'erreur de faire que la 7600 soit moins performante qu'une 4060. Parce que ça, c'était vraiment stupide aussi. Et du coup, c'était à peu près tout pour ce Texama Show très orienté nouveauté hardware, on peut le dire. J'espère que vous avez toutefois bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao.